Et aujourd'hui, on va parler de l'estime en soi. Aujourd'hui, c'est le petit Larousse de la psychologie en 2008. C'est l'aptitude plus ou moins favorable envers soi-même, la manière dont on se considère, le respect qu'on se porte, l'appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel domaine. L'estime de soi est une donnée fondamentale de la personnalité. Il participe à l'équilibre psychique. Ce concept est important dans un monde qui favorise la réussite sociale, et ce concept est appelé et à connaître d'autres évolutions. Nicolas Dugénie travaille dans le consulting. Le but recherché est d'améliorer la communication dans la transmission d'informations au sein de l'entreprise. Le management des ressources humaines est un poste clé dans l'entreprise et il faut savoir mobiliser au mieux ses collaborateurs afin qu'ils se retrouvent la motivation, l'envie de performer et d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Nous parlerons aujourd'hui du métier de consultant, d'échecs, des réussites et de parcours. Pour ce nouveau Talks, nous recevons Nicolas Dugénie, fondateur de Toucan RH, une entreprise spécialisée dans le conseil RH et le management. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements car nous sommes heureux d'accueillir Nicolas Dugénie. Bonjour Nicolas. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro pour Nicolas. Et bonjour tout le monde. Est-ce que ça va tout le monde aujourd'hui? Moi, on m'a vendu un rêve tellement ouf il y a 3 ans, la première fois que je suis venu à Truffaut, on m'a dit tu vas voir, les étudiants ils sont chauds, tu vas voir ça, c'est une ambiance de fou. Même à Limoges, dans ton patelin de bouseux, t'as jamais vu ça. Alors juste, vous allez me faire un grand plaisir, mais c'est même pas pour moi, c'est même pas pour moi. Là, c'est vraiment pour toute l'équipe de Talks, c'est vraiment pour tout le bahut qui organise ça, c'est vraiment pour toutes vos équipes, à titre de remerciement. Faites-moi du bruit, faites-moi du bruit, faites du bruit. On est sur un format un peu maison de retraite, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Mais je pense que pour toutes les énergies, pour toute cette graille qu'il y a autour de vous, vous pouvez faire mieux. Je pense que vous pouvez me faire plus de bruit pour Talks. C'est possible de me faire un maximum de bruit pour Talks là? Faites du bruit! Là c'est un bon démarrage, on va se mettre à température, au fur et à mesure. Merci, je te rends la parole. Bonjour Nicolas, merci d'être venu aujourd'hui. J'aurais plusieurs questions à vous poser aujourd'hui. Du coup, par exemple, présentez-nous votre entreprise en quelques mots. C'est la dernière fois que tu me vois. Alors, mon entreprise, elle est simple et je vais vous en parler vraiment dans le détail tout à l'heure. Je suis consultant à mon compte, donc ce qu'on appelle les consultants indépendants, les freelance, et je fais ce qu'on appelle du conseil en entreprise, en ressources humaines et management d'équipe. Et je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Merci. C'est quoi ton plus gros kiff? Alors mon plus gros kiff en ce moment, je dirais que c'est de pouvoir être en mesure de regarder une vidéo de chat qui fait du skateboard sans m'ennuyer. Pourquoi as-tu choisi Beauvais? Alors pourquoi j'ai choisi Beauvais? Parce qu'en fait Beauvais c'est une fête pour moi, clairement. Pourquoi Beauvais? Parce que quand tu viens de Limoges, tu pourrais te dire, bon bah ouais, c'est pas... Donc j'ai pris Beauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une histoire derrière tout ça qui est simple. J'ai la chance incroyable de connaître depuis que j'ai à peu près 2 ans une de vos profs. Est-ce qu'elle peut se lever 2 minutes? Tu peux, lève-toi. J'ai la chance de connaître Amandine en fait depuis l'âge de 2 ans. Et en fait, juste pourquoi expliquer cette histoire? Parce qu'en fait, la première fois en fait qu'on m'a parlé de venir à Beauvais, en fait, Amandine venait de dire avec les profs, vous étiez dit tiens, il y a des élèves, on a des super matières à aborder avec eux, puisque après tout on est super doués pour ce qu'on fait, et il faut être fier de ce que vous faites. Et elle m'a dit par contre, les étudiants nous partagent pas mal de choses en fait, que nous on peut pas forcément aborder avec eux parce que c'est hors vie du bahut.
ils nous parlent de recrutement, ils nous parlent de CV, ils nous parlent de lettre de motivation. On peut leur en parler, mais je pense que ça n'aura pas le même impact que si toi qui es dans les entreprises, si toi qui fais du recrutement, tu viens pour leur parler. Donc pourquoi Beauvais? Parce qu'il y a 3 ans, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 interventions et que ça a été un kiff total. Et je me suis dit, je reviens quand vous voulez. Heureusement, le Covid est passé par là. Non, j'en sais rien, c'est pas heureusement. On a vécu une période un peu compliquée et je devais revenir même avant, mais vous avez profité de cet instant pour vraiment construire tout ça, construire tout ce collectif qui est Talks. Et en fait, dans ce collectif, vous avez réussi à faire vivre une dynamique, j'en parlerai tout à l'heure, que même beaucoup d'entreprises, ce que je disais tout à l'heure à toute l'équipe de Talks, que beaucoup d'entreprises recherchent aujourd'hui. Vous avez la chance de pouvoir avoir une structure, un événement dans lequel en fait on va permettre à l'entreprise de faire le lien avec l'éducatif. Et c'est un truc qui est assez riche sur lequel je me suis dit, eh ben Beauvais, je reviendrai. Avant d'aborder cette conférence, je tiens à vous donner ce cadeau. Je tiens à vous donner ce cadeau de la part de Talks. C'est ce qu'on fait à chaque conférence. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très très touché. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ton son préféré en ce moment? J'en ai 2 précisément, et je remercie encore Adem pour le premier, parce que c'est marrant, parce que pendant la répétition, en fait, il a balancé un de mes 2 sons préférés. Le premier, c'est La vie qu'on mène de Nino, et je te remercie encore une fois d'avoir balancé ce son, parce que j'avais vraiment besoin de ce genre d'énergie. Et vu que je fais des ressources humaines, et il n'y a jamais de hasard, comme j'ai l'habitude de le dire, mon autre son préféré vraiment du moment, et depuis très longtemps même, c'est le morceau Humain de Damso, pour ceux qui connaissent. Tu as gagné des compétitions dans le rugby. Oui, alors je vais en parler aussi parce que c'est vrai que vous allez voir ma culture aussi dans les valeurs collectives que je vais porter dans les entreprises. Elles sont penchées sur le sport collectif et surtout sur le rugby parce que j'ai pratiqué le rugby pendant plus de 10 ans. Donc j'ai eu la chance de gagner, alors avec tout le collectif d'entreprises qu'on a bâti. Salut Larsen. Avec tout le collectif qu'on avait bâti au sein de nos équipes de sport, de rugby, j'ai gagné 2 championnats de France, 2e et 3e division. Et avec ma team, on est allé se hisser jusqu'à la 5e place du championnat de France Division 1. Donc ça a été des moments super enrichissants pour moi, pour le groupe qu'on était. On a appris à être un groupe soudé, on a appris ce que c'était qu'être solidaire, de se préparer à gagner match après match. Et j'ai eu l'occasion aussi d'être entraîneur et préparateur physique d'une équipe également de 4e série que j'ai eu la chance en fait d'accompagner jusqu'à la montée en 3e série. Donc j'étais très content parce que c'était un projet dans lequel on est parti, il y avait 15 joueurs, donc 0 remplaçant. Donc la saison est longue. Et donc je suis arrivé avec une volonté un peu de changer, de faire bouger les choses, de changer les cases avec le staff dirigeant. Donc de montrer à des joueurs ce que c'était que c'est pas parce que tu joues de la 4e div et qu'on dit de toi qu'en fait t'es dans la pire de toutes les séries que tu peux pas relever le défi d'aller trouver un nouveau niveau. Donc tout de suite, j'ai développé avec eux une nouvelle attitude de ce que c'était que s'entraîner déjà 2 fois par semaine avec un entraînement physique pour compléter l'entraînement technique où on fait les répétitions, des combinaisons, des choses comme ça. Et surtout, je leur ai appris ce que c'était que de parler en fait du collectif autour de soi. Parce que 15, 0 remplaçant, la saison est longue, je l'ai dit. Mais je leur ai dit, mais vous avez forcément des potes autour de vous, vous avez forcément des gens à qui vous pourriez vous adresser. Parlez autour de vous du club, venez, on fait une soirée au club, machin. Et en fait, on a réussi à remonter une structure. En fait, on est passé de 15 à 30 joueurs. Et un an après, ils ont réussi à monter en 3e série. Donc ça a été une expérience aussi en tant que coach, vraiment sportif, d'une équipe dédiée, qui a été aussi très très enrichissante pour moi. Ok, merci. J'aimerais savoir, tu fais partout dans la France ou en international? Alors, aujourd'hui, mon business, il est beaucoup en France et outre-mer. En fait, là, j'ai la chance depuis 3 ans et demi maintenant travailler beaucoup donc sur mon secteur d'activité qui est la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça peut aller de Bordeaux, Limousin. J'ai pas encore fait le Pays Basque, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai la chance aussi d'intervenir pas mal, un peu aussi sur des missions ponctuelles en Guyane. Et je développe de plus en plus aujourd'hui une activité sur la Haute-Savoie et bientôt sur la partie suisse, donc aussi sur des missions internationales. Là, j'ai te laissé aborder ce qu'il faut aborder. Je te remercie, on peut t'applaudir très fort.
Je ne sais pas si ce micro fera encore du Larsen ou si vous préférez que j'en prenne un. Ah, c'était bien, ok. D'accord. Alors j'avais une question en fait à vous poser en venant ici, qui me paraissait importante dans ce que j'avais envie de vous partager. Parce que on va devoir balayer plein de trucs aujourd'hui. On va essayer peut-être de casser des préjugés, j'en sais rien. On va essayer peut-être d'avoir un peu plus de réflexion par rapport à ce que l'on vit chacun d'entre nous dans notre vie, que ce soit étudiante, que ce soit dans une vie de prof, que ce soit dans une autre vie, peut-être hors bahut. J'apporterai pas, à mon sens, de vérité absolue puisque je vais vous parler de mon parcours. Donc ne pensez pas que ce que je vais vous dire, c'est une vérité absolument à mettre en place, en pratique. Dites-vous simplement que moi, ce que j'ai vécu, ça m'a permis, dans mes difficultés, dans mes échecs, d'arriver à un moment donné à essayer de passer de l'étape de la frustration, à l'étape de la colère, à l'étape de l'injustice par rapport aux échecs que j'ai vécus, à je vais prendre du recul à un moment donné, je vais essayer de comprendre mon échec, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé, et je vais essayer de trouver un moyen de me sortir de cette galère ou de cet échec. Voilà un peu dans quel état d'esprit je vais essayer de vous aborder ça. Donc par rapport à ça, il y a une question que je venais vous poser ici aujourd'hui, c'était est-ce que la réussite doit forcément être associée à la logique de plaire? Est-ce qu'il faut forcément plaire pour réussir? C'est une question que, voilà, je vous laisse comme ça en suspens, on va se la garder en fil rouge, on va voir ce qu'on va en faire. Et on va voir comment, moi, mon parcours a été bâti. Un point qu'il faut que vous sachiez, qui est très important avec moi, c'est que je suis franco-brésilien. J'ai la chance d'avoir cette double nationalité, cette double culture, qui, à mon sens, m'a toujours apporté beaucoup à différents moments de ma vie. J'ai été adopté à l'âge de 6 mois. Moi, je suis né dans une ville qui est proche d'un bled qui s'appelle Salvador de Bahia, qui est sur le Brésil nord, côté nord-est, pardon, sur la côte. C'est magnifique, c'est merveilleux. Je vous invite à y aller dès que vous pourrez, c'est super. Et moi, en fait, à l'âge de 6 mois, on m'a dit, bah tiens, en fait, tu vois, le Brésil, tu vas pas y rester. Tu vas vivre une aventure différente. Un truc que moi, j'ai toujours gardé en tête, c'est que, en tant qu'enfant adopté, moi, on m'a toujours dit, depuis mon plus jeune âge, que j'avais été adopté. Parce que quand tu regardes la tronche de mes parents, bah, tu vas très vite voir que physiquement, il n'y a pas grand-chose en commun. Donc mes parents ont joué le jeu de me dire très tôt en fait que j'avais été adopté. Et en fait, dans ma tête d'enfant très jeune, 4-5 ans, j'ai toujours considéré qu'en fait, j'avais beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est me nourrir de plein d'amour autour de moi. Parce que c'est, ah ouais, en fait, j'ai 2 parents, j'ai 2 papas, j'ai 2 mamans, j'ai plein de grands-pères et de grands-mères. En fait, pour moi, j'ai baigné dans cet océan-là de me dire, quand tu es enfant adopté, dans ma perception des choses, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, notamment sur l'adoption, en gros, ben moi, je trouve que mes parents ont fait le choix, quand j'étais au Brésil, de me donner une chance, en fait, de vivre une vie que peut-être ils ne pouvaient pas m'offrir. Moi, j'ai gardé ça dans ma tronche pendant des années. Et j'ai toujours donc considéré que mes parents, ce qu'on appelle les parents adoptifs, généralement pour le commun des mortels, pour moi, c'est mes parents. Au même titre que des parents biologiques, pour moi, c'est mes parents. Et en 2013, j'ai eu la chance de pouvoir revenir au Brésil pour la première fois de ma vie. Et j'ai retrouvé en fait ma famille biologique. Et ça a été un moment assez fou, ça a été un moment assez dingue. Je ne vais pas le développer parce que ça prendrait vraiment trop de temps, mais grosso modo, je veux que vous vous accrochiez à l'essentiel. Quand j'ai revu ma mère biologique pour la première fois de ma vie, parce que mon père en fait était décédé quelques années après la naissance de mon dernier frère, 1 an après moi, elle m'a tout raconté en fait de comment s'était passé en fait mon adoption. Et en fait, quand on m'a raconté ça, j'ai commencé à prendre des perspectives en fait sur ma vie, sur ce que je ressentais en permanence, et ce qui va me permettre aussi de vous expliquer qui je suis devenu derrière. En fait, mon père, était un très grand joueur de guitare. C'était un gars qui faisait des concerts dans les bars, et il était super connu dans son bled local. Et en gros, il avait qu'un seul défaut dans sa vie, c'est qu'il était alcoolique. Et en tant que père alcoolique, malheureusement, il avait l'habitude de battre ma mère et de battre mes frères et sœurs. Et le problème quand on vit avec quelqu'un d'alcoolique, bien souvent, dans le cas de ma mère biologique, c'est que parfois on a tendance à aussi, je dis parfois, pas toujours, hein, bien entendu, on a parfois en fait tendance à tomber aussi dans cet alcoolisme aussi. Et donc au décès de mon père, ma mère était larguée totale parce qu'elle se retrouvait à la tête d'une famille de 7 enfants dans un milieu du Brésil très pauvre, et c'était très compliqué de nous éduquer. Moi j'étais à peine né tout juste, enfin je veux dire j'étais encore tout bébé, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait ma mère avait l'habitude
en fait, de s'alcooliser comme mon père, et elle nous laissait chez des gens, parce qu'elle voulait pas s'occuper de nous, pour aller se mettre une caisse. Et quand elle décuvait, en fait, généralement, elle venait nous récupérer en disant « je regrette ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, du côté du Brésil, ma mère m'a donné un monsieur en disant « vas-y, occupe-toi-en, j'ai des choses à faire ». En parallèle de ça, on est à Limoges Beach sur la carte, un endroit de France merveilleux, le Limousin, tout de vert paru, parce qu'il pleut tout le temps. On est en Limousin et mes parents donc, sont sur le projet d'adopter un enfant. Et à cette époque-là, on n'avait pas Internet, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas Instagram, enfin sur les réseaux, c'était pas ça, quoi. Tu vois, pour être en contact avec l'étranger, c'était pas ça. Donc mes parents étaient en contact avec une avocate qui était au Brésil, d'une association qui s'appelait En Force Arc-en-Ciel, si ma mémoire est bonne, qui leur avait dit, dès que j'ai un enfant pour vous, qui correspond à votre dossier, il faut par contre que tout de suite vous me rejoigniez à Rio. Donc on est encore dans les années fin 80, début 90, c'est pas Blablacar, c'est pas... l'essence était peut-être moins chère d'ailleurs, mais peu importe. Pour monter à Paris, c'était déjà un peu cossu. Donc un jour de septembre, l'avocate appelle mes parents et leur dit, ça y est, on a un enfant de 2 semaines qui vous attend à Rio, super. Mes parents, donc du coup, se préparent, en fait, psychologiquement, à cette nouvelle parentalité de « je vais accueillir un nouveau venu dans la famille ». Donc ils partent me chercher, ils partent chercher l'enfant à Rio. Et en arrivant à Rio, en fait, l'avocate leur dit, au moment où ils atterrissent sur le tarmac, elle leur dit, en fait, la famille qui vous avait proposé cet enfant adopté s'est désistée, parce que légalement, tu as le droit de te désister sur une période de 7 jours. Et en gros, cet enfant que vous deviez adopter, a pu. C'est fini. Donc pour mes parents, c'est un coup de massue. Psychologique. C'est dur à vivre. Mais, comme leur dit l'avocate, par contre, si vous êtes d'accord, il y a peut-être un moyen de faire autrement. Si vous êtes... Parce que le bébé avait 2 semaines, mes parents s'étaient préparés un tout petit poupon. Et l'avocate dit, si vous êtes d'accord, j'ai éventuellement une autre solution alternative à vous proposer, à plus de 1000 km de là, dans une autre ville, du côté de Salvador de Bahia, il y a un petit de 6 mois, enfin 5 mois et demi à l'époque, qui vous attend. Et mes parents ne se sont pas posé la question. C'est pour ça que j'ai toujours gardé ce côté acte d'amour en fait en moi, parce que d'une certaine manière, la vie me donne raison dans cette perception-là, parce que imagine à la place de mon père ou de ma mère, ce qu'il faut se dire pour... J'arrive avec plein d'espoir, je perds un enfant, et est-ce que je vais être prêt ou est-ce que je vais être prête à en accueillir un autre ? Qui n'a pas du tout le même âge, qui n'est pas... De 2 semaines à 6 mois, c'est assez différent. Et donc du coup, ils y vont, et ils viennent me chercher. Et je vous ai parlé de ce monsieur auprès duquel en fait ma mère m'avait laissé, dans le même temps. En fait, ce monsieur est allé m'inscrire en fait dans un registre civil, qui n'existe pas en France, qui s'appelle un tabellion, pour me donner en fait le droit de pouvoir être adopté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans mon histoire, de base, moi quand j'étais bébé, et je vous parlerai de mon prisme à moi, en fait, dans mon histoire de base, ce mec est allé m'inscrire dans un endroit où il n'avait pas le droit, c'était pas mon père. Il n'avait pas le droit, c'était pas ma mère. Mais il m'a donné la chance en fait de pouvoir être adopté. Et pendant 10 jours, ma mère l'a cuisiné en mode il est parti où, il est parti où, il est parti où, il est parti où. Pendant 10 jours, il lui a dit je te dirai pas où il est parti. Parce qu'il voulait pas que ma mère se désiste. Et au bout de 10 jours, il lui a dit il est parti à Rio. Et pendant 25 ans, ma mère pensait que j'étais resté au Brésil. Pendant 25 ans. 25 ans de... On ne sait pas ce qui s'est passé. Et moi, en fait, maintenant, mon prisme à moi, tout bébé que j'étais, ce que ma mère m'a raconté, il y a eu un moment donné où quand mes parents donc, sont venus me chercher pour me ramener en France, en fait, il y a eu un moment où j'ai été pris en fait, de crises d'angoisse et de pleurs, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et tout de suite après, quand je suis arrivé après en France, parce que je vous la fais courte quand même, il y a un moment qui a marqué tout le monde, c'est que ma grand-mère, du côté de mon père, qui est une bonne limougeau à l'ancienne, quand on lui a dit on va aller chercher un Brésilien, au début, ça a un peu tiqué. Bien enraciné, Limousin. Donc elle a dit on part au Brésil. Ouais, on va chercher un Brésilien. Donc ça a un peu tiqué. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé ce jour-là, c'est quand elle est venue me chercher à Limoges à l'aéroport, et ben il paraît que dès que je l'ai vue, c'est pas elle, c'est je l'ai vue, il paraît que je lui ai décoché un sourire sa mère, qui a fait que du premier coup, j'étais plié. Comme dirait un mec il y a pas longtemps dans le foot, wallah, je les ai éteints. Direct. Et donc en fait, c'est pour ça aussi que je garderai ce fil rouge avec vous aujourd'hui. Est-ce que réussir, c'est forcément chercher à plaire ?
premier élément, mais qui, depuis tout petit, m'a guidé. Et quand je me rends compte de quel élève j'étais, et oui, là c'est le vieux combattant de 14-18 qui vous parle, quand je revois l'élève que j'ai été, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, il n'y avait qu'un seul truc qui me faisait kiffer, c'était pas les cours, hein, on va se parler franchement, c'était d'imiter mes profs. J'avais qu'un seul kiff, je pense, c'était d'imiter mes profs. Je passais mon temps à faire le pitre. Dès que le prof sortait, je passais mon temps à essayer de l'imiter, etc. Un jour, je me suis fait griller. Ça arrive, hein. Un jour, je me suis fait griller et je remercie mon prof d'histoire géo de l'époque en seconde qui m'a dit « Allez-y, je vous en prie, faites cours à ma place ». J'ai pas fait cours à sa place, mais je l'ai imité et du coup, ça prouve, encore une fois, que ma vie a toujours été orientée dans une volonté de plaire. Parce que j'ai jamais voulu finalement être méchant avec les profs que j'imitais. J'ai jamais voulu dire à ma grand-mère dès le tarmac « Accepte-moi !» Non, j'ai juste voulu, je pense, dans ma manière de voir les choses, plaire. Pourquoi ? Parce que je pense que très loin dans mon vécu, ce côté j'étais dans un cocon familial duquel on m'a sorti, peut-être ça m'a fait peur. Et peut-être dans cette peur que j'ai ressentie depuis mon plus jeune âge, depuis mon âge de l'enfance, je pense que j'ai toujours gardé ce côté je veux plaire aux autres. Je veux plaire aux autres. Donc, s'il y a bien un truc que j'ai appris à faire dans ma vie, c'est à faire le caméléon. M'adapter. J'ai passé ma vie à m'adapter aux milieux dans lesquels j'ai été. Ça peut être les milieux de potes, ça peut être les milieux associatifs, ça peut être avec les meufs, ça peut être plein de choses. J'ai passé ma vie à m'adapter. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un milieu associatif où, en fait, de base, c'était pas mon milieu. Mes parents sont artisans pâtissiers, et le milieu dans lequel j'ai été était un milieu qui était plus, si je vous dis CSP+, ça vous parle ? Catégorie socio-professionnelle ? Enfin, des gens de la haute, quoi. En gros, j'avais été dans une assoce, en fait, où il y avait beaucoup de gens de la haute, tu vois. Les enfants des gens de la haute. Voilà. Ça vous parle maintenant ? Fais-moi la bise comme un aristocrate. Et en fait, souvent, on se faisait des soirées. Et souvent, en fait, ces soirées, c'était très guindé. Mais eux, c'était leur milieu, c'était leur monde, c'était leur culture. Et moi, il a fallu que je fasse en m'adaptant, en portant beaucoup plus souvent des costards cravates que ce que j'étais habitué à porter pour aller en soirée. Et dans ces soirées, j'entendais déjà les gens à 18-19 ans. Alors moi, j'ai fait une école de commerce. On est allé sur le yacht avec papa. Super. Moi, je suis en Supélec, moi, je suis à l'ESSEC, moi, je suis à Pastèque. Et toi, tu fais quoi ? Et moi, à 18 ans, je commence à faire donc mes études. Je suis pas du tout dans ce milieu-là. Moi, je suis encore dans mon délire, j'imite les profs. Donc, s'il y a bien un truc qui me fait kiffer, c'est de faire du théâtre. Donc, à 16-18 ans, j'entre au conservatoire, je fais du théâtre et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec le théâtre ? J'arrive devant mes parents, tout content, j'ai hey, qu'est-ce que je peux faire avec du théâtre ? Mon père, ouais, on peut faire avec du théâtre, lui. Mon père, artisan, pâtissier depuis la 2e génération. Ah ouais, qu'est-ce qu'il peut faire avec du théâtre ? Ben, pas grand-chose, en fait. Mon père, c'est pas grand-chose. Mais après, mes parents ont toujours été cool avec moi. Fais ce que tu veux. Ils m'ont toujours dit, fais ce que tu veux dans la vie. Mais tu as le droit de faire du théâtre. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais... Fais ce que tu veux, mais... Mais pense à avoir un travail quand même, parce que c'est une bonne situation, c'est important. Mais pense à t'acheter une maison vers 30-40 ans, parce que c'est important d'être propriétaire. Mais pense à ne pas être crédit sur ta voiture, pense à faire ci, pense à faire ça. Mais, tu peux faire ce que tu veux, mais. Il n'y a que des mais dans ma vie, en fait. J'ai reçu que des mais dans ma vie. Auprès de mes parents, cool, je rappelle. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est compliqué quand même d'arriver à percevoir tout cet événement où il faut à la fois que je mène ma barque, que j'ai les pastèques, les supélecs autour de moi. Et comment est-ce que je vais tracer ma route ? Ça a été ma grande question. Comment est-ce que je vais tracer ma route ? Et le premier truc qui frappe quand tu veux absolument t'adapter pour plaire aux autres, donc te fondre dans cette masse-là, non pas que j'ai commencé à dire « Alors moi, je suis animateur socio-culturel ». Je me suis pas mis à parler comme ça. Mais la première chose qui frappe, en fait, quand tu veux t'adapter, quand tu veux plaire aux autres, eh ben, c'est qu'en fait, ça sonne faux. Tout simplement, parce que c'est pas toi. Mais ça, il m'a fallu un peu plus de temps pour le comprendre. Il m'a fallu encore plus de temps pour le comprendre. Donc moi, j'avais tracé ma route dans l'animation socioculturelle. Parce que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir toucher aux arts, à la culture, à l'associatif,
avec une formation qui me permettait encore de faire du théâtre. Et ça, je trouvais ça génial. Donc j'arrive à Tours pour faire mon début d'études, un DUT, le diplôme universitaire. J'ai qu'un DUT, donc j'étais pas du tout à Pastèque, moi. Et je commence mon DUT, et je vois un environnement super sympa, parce que je touche à la psychologie de l'enfance, à la sociologie, à l'ethnographie, à la sociologie des cultures. C'est génial, cool, c'est super. Mais il y a un truc qui m'a encore déçu. Vous allez dire que je suis vraiment très difficile. Hein. Il y a un truc qui m'a encore déçu, c'est qu'en fait, là, j'étais en gros décalage, mais pas parce que les gens c'était les mecs de Pastèque, c'est juste parce qu'en fait, ces gens avec qui j'étais, absolument voulaient avoir une conception, en fait, du milieu associatif qui était très arrêtée. En fait, ils étaient bourrés de stéréotypes. Pour eux, pour certains, pas tous, je peux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais pour certains, c'était en mode, ouais, en fait, si tu veux, on est étudiant en IUT socio-culturel, ouais, dans la banlieue de Tours, il y a bien des gamins qui veulent faire une battle de rap. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, ta définition des choses, c'est que forcément, tu es dans un quartier, c'est même pas une question de quartier pop, mais c'est que tu es dans un quartier que probablement lui ou elle ne connaissait pas, donc forcément, tu es un gamin des quartiers, il faut que tu fasses battle de rap. C'était vraiment le côté cliché. Au même titre que, combien de fois j'ai entendu, quand j'ai accompagné des BTS, on m'a dit « Ah mais bon courage avec les BTS, hein, je peux te dire... » Quoi Ah ben bon courage, je peux te dire, parce que c'est pas les mecs de Pastèque, hein. Mais on s'en fout en fait. Et vous allez voir en fait à quel point votre parcours, votre profil peut avoir quand même certains parallèles avec le mien. Pas les mêmes, mais certains parallèles. En gros, les stéréotypes, c'était ils sont ça, donc il faut qu'on leur apporte ça. C'est même pas ceux qui s'étaient habitués à faire. Franchement, si tu vas dans des quartiers, tu vas voir que l'image que tu peux te faire des quartiers n'est pas du tout celle-là. Et la preuve, c'est que en fait, moi, j'ai plutôt mené des projets justement sur l'apport du vernissage, les arts, plus, je dirais, mettre en place une chorale ou de danse africaine. Oui, on mêlait aussi les cultures qu'il y avait dans les quartiers, d'accord, mais on tombait pas dans le cliché permanent de dire quartier égale rap. Alors ça, c'est vraiment un truc. Et j'ai découvert ça en fait pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on m'a dit en fait, il faut absolument qu'on fasse de l'associatif en mode, on va aider les gens, mais pas trop quand même, pas trop. Parce que si on les aide trop, après ils sont plus dépendants de nous, et ça c'est pas bon. Et donc en parallèle, moi j'étais avec les mecs dans les soirées de Pastèque, donc pour trouver ma place pour arriver à plaire à tout le monde, c'était un peu compliqué. Si tu vois un peu les manières dont je m'habillais à l'époque, tu rigolerais. Entre le costard cravate et le pantalon bariolé commerce équitable pour faire de l'art du cirque, ma garde-robe ressemblait pas à grand chose. Donc je me suis dit, j'arrive à la fin de mon DUT, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je commence à bosser maintenant ? Mais je sais pas faire grand-chose avec un DUT. Moi, je savais pas faire grand-chose. Peut-être que vous, et la preuve avec Talks, vous savez faire plein de trucs, et ça c'est vrai, je l'ai vu de mes yeux vus dans backstage, mais moi, avec un DUT, je savais pas faire grand-chose. Et donc je suis un conseil qu'on me donne, mais Nicolas, mais t'es tellement porté vers les autres, mais pourquoi tu vas pas faire des ressources humaines ? Le mot est lâché, ressources humaines. Ça veut dire quoi, ressources humaines ? Ça veut dire quoi, ressources humaines ? On me balance ça, tu devrais t'intéresser aux ressources humaines. Je suis sûr que les ressources humaines dans l'entreprise, ça va te plaire, j'en suis convaincu. Je me dis, bon, je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a comme parcours en ressources humaines. Je vais sur des... Tu sais, les trucs, c'était pas Parcoursup, mais on va dire le dinosaure de Parcoursup, son ancêtre, de Néandertal de Parcoursup, je regarde, et je vois qu'il y a des licences pro en ressources humaines. Je commence à regarder les programmes. Et là, tout de suite, dans la salle informatique, où à l'époque, contrairement à Truffaut, il n'y avait pas ma tronche sur les écrans, il y a un de mes potes qui arrive et qui dit « Mais Nicolas, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'es à Pastèque toi aussi, je t'avais pas vu ?» Non mais, on va pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Je dis « Mais pourquoi ? » Parce qu'on n'est pas assez intelligent pour faire ça. Ah, d'accord. Parce que quand on est en DUT, c'est-à-dire qu'on est Bac+2, animation socioculturelle, on n'est pas assez intelligent pour faire autre chose, de plus. On doit se contenter, en fait, on doit se contenter de ce qu'on fait. Comme quand j'arrive dans des lycées professionnels et qu'on me présente des profils de bac pro en chaudronnerie et qu'on me dit c'est vraiment les étudiants de la loose, tu vas voir, ils n'ont pas le niveau pour faire une filière lycée pro général, seconde générale, ils n'ont pas le niveau. J'ai dit mais au contraire, vous n'avez rien capté. Et je vous donnerai un petit peu mon explication par rapport au contexte du marché sur la culture française du diplôme tout à l'heure. On revient à ce que je disais. J'ai passé, je pense, mon été à essayer de lui prouver qu'il avait tort.
Mais j'en ai pas parlé à mes parents. Et en fait, à un moment donné, je reçois un coup de téléphone de la faculté qui me dit « Ça y est, monsieur Dugénie, on est OK, vous êtes à Tours, mais on vous prend à Paris pour une licence pro en ressources humaines. Vous intégrez directement la L3. » Alors je dis « C'est cool, cool. » Je raccroche, je suis hyper ému. Je rappelle mes parents, je dis « Ouais, je vous appelle, je voulais juste vous dire qu'en fait, l'année prochaine, je pars en licence à Paris, je vais faire des ressources humaines. » Ma mère « Ok, pas de souci. » Elle raccroche. Je me dis « Je pense qu'elle n'a pas capté. Je pense qu'elle n'a pas capté. » Et bien ça n'a pas loupé parce que 5 minutes après, elle m'a rappelé, elle m'a dit quoi? Attends, le pantalon bariolé commerce équitable qui fait des arts du cirque, quoi? En ressources humaines dans les entreprises, avec un ordinateur, une cravate, un truc, machin, quoi, pardon? T'es vraiment sûr de ce que tu veux faire? Tu veux vraiment gérer des syndicats, des machins de quoi? Je dis, en fait, j'en sais rien, mais je vais y aller. Parce que j'en savais pas plus que ma mère en réalité. La vérité, c'est que je savais pas plus que ma mère. Donc je suis arrivé dans cette formation, et je me suis mis la pression, sa mère. Parce qu'en fait, j'ai vu des gens qui avaient fait des DUT, gestion, entreprise, administration, je crois, c'est GEA, et des gens qui avaient fait des BTS MUC, des BTS AM, des STMG, donc j'avais une pression de dingue parce que droit social, droit des sociétés, contrat de travail, code du travail, management, ressources humaines, c'est des termes qu'ils connaissaient déjà. Et moi, avec mon pantalon bariolé, il a fallu que je réapprenne à jongler, mais dans une autre ligue, en fait. Donc il a fallu que je change littéralement de sape, et il a fallu que je me réadapte. Mais cette fois-ci, par choix. Me réadapter par choix. Et je me suis dit, tiens, voilà ce que je vais découvrir. J'ai découvert le monde de l'entreprise. On m'a apporté plein de trucs intéressants. On m'a parlé de ce que c'était qu'un contrat de travail, on m'a expliqué ce que c'était que la vie en entreprise, on m'a dit que c'était génial parce que si j'allais jusqu'au master, tous les enfants du baby-boom d'il y a quelques années, ils allaient nous laisser leur poste et qu'on allait avoir des postes ouverts sa mère de fou. On n'allait pas manquer le terme chômage, n'était même pas dans notre vocabulaire. Ça, c'est ce qu'on m'a vendu. Alors du coup, moi, j'étais super content et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour valider mon stage de fin d'année? Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais faire mes propres choix. À partir du moment où j'ai commencé à faire cette licence en ressources humaines. Il y a un truc qui me faisait kiffer, par-dessus tout, c'était de parler des langues étrangères. J'étais pas doué à grand-chose au lycée, j'étais pas doué à grand-chose, mais pour les langues vivantes, je pense qu'Amandine le confirmera, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Donc, il y avait une langue avec laquelle j'étais très à l'aise, c'était l'allemand. Et je kiffais l'allemand. Alors il y en a c'est le foot, il y en a d'autres c'est la drill, moi c'est l'allemand. Voilà, chacun son délire. Et en fait, j'ai décidé de me dire, faire de l'allemand c'est bien, mais ça me sert à quoi en fait, sorti du lycée? Ça va me servir à quoi l'allemand? Est-ce que ça va me servir plus que le cours de musique où à la fin du conseil de classe, le prof te dit « Ah mais sinon il est très sympa, hein, très sympa. » Je me suis dit, je vais pas passer un diplôme en allemand, mais peut-être que je peux me vivre une expérience qui pourrait peut-être m'apporter une validation de cette compétence de la langue allemande. Donc je me suis tourné vers les entreprises hors France. Et j'ai essayé de me trouver un stage en Allemagne. Et j'y suis arrivé, je suis parti à Düsseldorf pendant 4 mois, et ça a été une vraie découverte en fait de ce que c'était que les ressources humaines, mais pas dans la mentalité française, pas dans la culture en fait qu'on nous vend en cours ou même dans les médias. Même dans les médias, quand tu regardes BFM, quand tu regardes LCI, tu peux voir une vision de l'entreprise, une vision des ressources humaines qui n'est pas du tout la même dans d'autres pays. Et moi, j'ai touché aux ressources humaines dans ce contexte culturel où on m'a appris qu'un RH, mais heureusement que c'est un manager, contrairement à ce qu'on a beaucoup pendant des années porté comme discours inverse. Tu fais des ressources humaines, mais t'es pas un manager. Oh non, t'es pas manager. Tu fais une école de commerce, on va t'apporter un module sur les ressources humaines, mais on va t'expliquer qu'un manager, c'est pas un RH. C'est vraiment Game of Thrones, en fait, le truc. C'est chacun à son camp, c'est un peu un délire particulier. Donc, je vais en Allemagne et je découvre une autre culture. Et là, on m'apprend un truc hyper intéressant, c'est qu'en Allemagne, quand tu es en entreprise et que tu fais des ressources humaines, il y a des petites choses qui m'ont interpellé. Le fait que tous les vendredis, en fait, ils faisaient un petit déj entre eux par service, pour pouvoir échanger entre eux, pour pouvoir partager un peu sur leur vie perso. Le fait que quand tu as un salarié qui est touché par de l'alcoolisme, en fait tu cherches pas à lui mettre un avertissement pour lui dire « Arrête de boire !» Culture française. Tu es RH, donc tu dois t'occuper de cette ressource humaine, donc tous les premiers samedis du mois, tu dois prendre un temps avec lui pour échanger sur comment va sa situation, lui apporter des solutions, être une écoute, là où peut-être il n'en a pas chez lui dans son contexte personnel.
j'ai grandi avec cette mentalité allemande qui m'a beaucoup apporté sur le fait que quand tu arrives à 5 ans de la retraite, on te bascule en mi-temps et en fait tu deviens le tuteur d'un jeune ou d'une jeune qui va venir en entreprise et que tu vas former pour qu'à ton départ, en fait, le jeune ou la jeune va passer un diplôme de l'équivalent de la CCI, donc c'est IG Metall, qui va donc être reconnu dans toute l'Allemagne et l'entreprise a la responsabilité de t'engager pendant minimum 6 mois. Mais tu comprends bien que quand tu as fait 5 ans de formation au sein d'une seule et même entreprise, si ça ne correspondait pas, on t'aurait viré bien avant. Donc en gros, l'entreprise se crée une possibilité de faire une continuité en fait dans ses compétences, dans ses maîtrises de compétences internes, ce qu'on appelle la transmission des savoirs issus de l'expérience en France. En entreprise, ça s'appelle juste l'organisation des pré-retraites et la formation des jeunes ouvriers qualifiés. Je suis revenu pour faire mon oral de licence. Et j'étais très content parce que j'étais tout feu tout flamme, j'étais en mode ouais je suis un RH, ça y est, je sais ce que je peux faire, je vais changer le monde, c'est génial. J'arrive avec mon super diaporama, parce qu'à l'époque c'était PowerPoint et pareil, rien d'autre. Et donc je dis alors regardez monsieur, vous avez vu, alors c'était monsieur Grima, mon prof de management, regardez monsieur, alors là il y a, ça c'est tout le marché du travail allemand, ça c'est la courbe de conséquences, regardez ce que j'ai fait. Donc je suis tout feu tout flamme pendant l'oral, et mon prof me dit, alors Nicolas, je tiens à vous dire une chose, c'est que je ne parle pas allemand. Donc, vous pourriez me présenter la hausse des prix des joueurs de foot, ce serait pareil. Je comprends rien à ce que vous me dites. Mais je vous mets 14 pour la forme. Donc, j'ai eu mon diplôme en me disant, les ressources humaines, finalement, c'est peut-être un domaine qui me plaît. C'est peut-être un domaine où je vois qu'il y a peut-être des choses à apporter. Donc, j'ai décidé de continuer en master. J'aurais pu m'arrêter à ce moment-là, mais j'ai décidé de pousser au master. Et dans mon master, j'ai fait une autre expérience professionnelle. Je suis allé bosser à la Défense. Je suis parti de l'Allemagne pour aller bosser dans une boîte de recrutement à la Défense. Et cette boîte, en fait, elle a aussi son importance parce que c'est le monde du conseil. On vous a parlé du monde du conseil ? Est-ce que le terme SS2I vous dit quelque chose ? Les sociétés de services en informatique, les ESN qu'on appelle aujourd'hui, je peux vous citer des groupes comme Capgemini, comme Altran, des boîtes qui, en fait, font du conseil en informatique. Un exemple, je suis Société Générale, j'ai des distributeurs de banques, et quand vous allez chercher des billets, en fait, vous avez une interface en face de vous. Eh bien, derrière cette interface informatique, il y a des développeurs, en fait, que la Société Générale peut missionner auprès de sociétés de conseil en informatique. Moi, je suis allé en tant que stagiaire RH au service recrutement. J'étais en Master 1. Et donc, j'ai fait du recrutement. C'était génial. Parce que dans le recrutement, j'ai vu plein de choses qui, aujourd'hui, vont aussi me servir pour vous rappeler 2-3 fondamentaux quand certains d'entre vous, peut-être, galèrent à trouver des stages ou à trouver des premiers jobs. J'étais dans l'industrie du recrutement, littéralement. Je travaillais dans un open space et j'étais recruteur de 25 business managers. C'est des commerciaux qui doivent recruter des consultants, mais pour qu'ils les recrutent, il faut que les chargés de recrutement soient sur tous les sites d'emploi en même temps, queljob.com, météojob, lesjeudis.com, CVAden, regionjob.com, trouveunmec.com, je sais pas. Il y avait plein de sites d'emploi sur lesquels il fallait qu'on regarde du CV en permanence. Et à ce moment-là, il fallait qu'on fasse le tri. On est en 2010, période où il fallait pas mettre sa photo sur le CV parce que si on voyait ta tronche, apparemment il y avait de la discrimination à l'emploi. Ça a beaucoup changé depuis. Mais en 2010, c'était vraiment la période où on nous demandait de faire du recrutement. Mais faire du recrutement quand tu es à peine stagiaire et que personne ne t'explique rien, c'est compliqué. Et donc là, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire ? Je reprends mon fil rouge de tout à l'heure, pour arriver à m'adapter et à plaire dans ce milieu où, encore une fois, je connais rien. Parce que quand je suis arrivé stagiaire, le directeur qui m'a embauché, c'était pour bosser en tant que recruteur dans la filière banque, finance, ce qu'on appelle la banque d'investissement et la finance de marché. Il m'a dit, mais vous connaissez rien du tout à la banque, hein, mon jeune ami. Oui, c'est vrai, je connais rien à la banque. Mais laissez-moi aller une semaine, 5 minutes dans ce stage, je vais vous montrer que je vais exploser les stats. Je lui ai dit, vous savez, quand je suis arrivé dans l'industrie en Allemagne, un tourneur-fraiseur à tête pèlerin, déjà je ne savais même pas ce que c'était avant d'arriver à trouver la traduction en allemand. Mais je vous garantis que maintenant je sais. Donc laissez-moi un peu, laisse-moi 5 minutes, je me fais un kiff, laisse-moi être 5 minutes derrière le PC, je vais voir, je vais regarder. Et donc j'ai appris en fait à chercher des CV. Pour la première fois de ma vie, j'ai appris à recruter des gens. Donc il fallait qu'on regarde les CV, il fallait qu'on regarde les annonces qu'on avait fait paraître, et il fallait qu'on dise « Ah bah tiens, lui plus que elle plus que lui, plop. J'ai appris à faire du recrutement comme on m'a appris à faire du recrutement, c'est-à-dire très mal. Parce que quand on dit « J'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation à telle entreprise », j'ai jamais de réponse, ou j'ai encore eu un malgré votre qualité, malgré vos compétences, malgré, vous correspondez pas.
Ça, c'est l'ancienne école qui recrute et qui recrute encore de cette manière-là. Je vais vous rassurer sur un point, dans ce contexte-là, il ne faut pas recruter comme ça. Mais malheureusement, vous allez vous confronter à ce marché-là, au marché qui recrute de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que mes statistiques, elles sont les mêmes qu'en 2016 quand je suis revenu dans ce milieu-là. Pour une semaine de travail en tant que chargé de recrutement, je regardais 300 CV. Pour 300 CV, j'en retenais en général vraiment de correspondants 170. Sur ces 170 de vraiment intéressants avec lesquels je pouvais avoir un vrai échange téléphonique avant un entretien, il y en avait 75. Sur ces 75 qui allaient vraiment accepter de venir en entretien de recrutement, il y en avait 40. Sur ces 40, au final, qui iraient jusqu'au bout du process, il n'y en avait que 5. Et par rapport à toute la concu qu'on avait sur le marché, au final, on n'en recrutait que 3. Donc, essayez de vous représenter à quel point l'argument du « ouais, c'est dégueulasse, on m'a saqué », non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On vous a pas saqué, parfois on a mal recruté, c'est vrai, parce que je vous garantis que de 300 CV jusqu'à 3 retenus, ben forcément, on n'a pas forcément bien fait les choses. Mais il faut savoir un truc aussi, c'est que peut-être la démarche qu'on nous a apprise pour candidater n'est pas forcément la bonne par rapport au marché sur lequel vous êtes. Et ça, j'y reviendrai après. Donc, j'ai vraiment essayé de m'adapter pour plaire et pour essayer de vraiment répondre aux objectifs qu'on m'avait fixés. Et donc, pour arriver à tenir cette cadence, j'ai découvert le monde de la finance, ce monde de requins, ce monde vraiment où il faut bosser jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit tu bosses. Parce qu'il faut les derniers candidats du marché. C'est la logique du poisson frais dans Astérix. Si ton poisson est pas frais, ton candidat est pas frais, t'inquiète pas, on va te le dire. On va te le dire. Donc moi je bossais généralement entre 7h40 et 22h. J'avais pas de vie en dehors parce que je voulais être le meilleur. Je sais pas pourquoi ça m'est pété au casque un jour, je voulais être le meilleur. Dans l'idée de plaire. Et un jour, j'ai pas été le meilleur. Parce que pendant longtemps, j'étais au top niveau. J'aurais pu faire top 1, mais j'ai pas été au top niveau pendant, une semaine, 2 semaines. Et ça, on me l'a fait payer très cher. Tous les business managers qui étaient censés être, pas mes amis, mais les gens avec qui j'aimais beaucoup travailler, et du jour au lendemain, ils ont commencé à dire « Ouais, mais t'es pas au top, mon vieux, là, c'est pas bon, là. Ouais, je trouve que t'as plus envie de te challenger. » Alors que ça n'a rien à voir. Le contexte du recrutement, si t'as pas de candidat, t'en as pas, c'est tout. Mais pour eux, c'était en mode « Ouais, tu nous avais habitués à mieux, t'étais une machine, aujourd'hui t'es cassé. » Et en fait, là, j'ai reçu des phrases très dures. Parce que dans cette volonté de plaire, en fait, j'avais pas calculé qu'à un moment donné, je pouvais aussi, dans mon désir de plaire, pour réussir, j'avais pas calculé que je ne pouvais pas plaire. Pour moi, c'était évident que j'allais réussir. Et en fait, pour la première fois en 2010, je me suis mangé un tollé de critiques, mais destructrices, qui m'ont fait vraiment chuter au plus bas. Et cette première période d'échec, ça a été terrible. Parce que pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte, mais mince, j'ai pas réussi quoi. Je sers à quoi? Et j'ai tellement regardé ça, en fait, que je suis vraiment parti, alors ça s'appelait pas encore le burn-out, mais je suis parti vraiment ce qu'on appelle processus aliénant au travail, donc c'est vraiment de la dépression au travail, et où je savais plus du tout où étaient mes repères, je savais plus à quoi ça servait de venir en entreprise, je savais plus à quoi ça servait de mettre son costard cravate pour aller derrière un ordinateur, j'avais perdu le sens au travail. J'avais perdu le sens et la volonté de faire quelque chose d'intéressant. Donc je suis sorti de ce stage un peu en mode amoché, mais je me suis dit je vais quand même persister jusqu'au bac plus 5, donc je termine mon master et on verra bien. Et à ma dernière année de master, j'ai la chance de pouvoir travailler dans une entreprise qui m'a fait kiffer de ouf parce que c'était l'entreprise de ma ville. Une entreprise qui s'appelle Legrand, une entreprise qui fabrique des interrupteurs, qui est une entreprise internationale, plus de 36 000 collaborateurs dans le monde et des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, c'était sexy. Parce que pour mon dernier stage, j'allais être jeune diplômé, jeune cadre dynamique. On me proposait de venir passer un stage de fin d'études chez Legrand. Pour moi, c'était vraiment le top niveau. Je pouvais revenir devant mon père. Vous savez, celui qui m'avait dit le théâtre à Iowa. Je pouvais revenir devant mon père en lui disant « Papa, tu vas être fier. Je vais revenir à Limoges et je vais revenir cadre. » Presque, j'ai réussi, quoi. Pas là où t'as pas réussi toi, c'est pas ça, mais c'est genre je vais réussir. Merci. Et du coup, j'arrive dans ce stage, enfin, il fallait que je passe l'entretien de recrutement en face du DRH. DRH international de Legrand, ça pèse dans le game. Le mec est italien, il a une vie de fou. Il est le lundi et le mardi chez Legrand à Limoges. Le mercredi, il est à Dubaï pour une conférence. Le jeudi, il est dans un des pays du groupe, 270 pays de production, tu peux faire le calcul. Le vendredi, il passe une journée en Italie avec sa famille. Et le samedi, dimanche, il est dans des conférences, généralement dans d'autres pays. Donc ce mec pèse dans le game. Et il est italien.
Et avec Amandine, on avait fait italien au lycée. Donc je parlais pas trop mal italien. Donc je me suis dit, je vais y aller en mode, je vais surprendre un peu. Donc on a commencé l'entretien, il me reçoit, et on commence l'entretien en français, et en fait j'ai fait l'entretien avec lui en italien. Je lui ai répondu en italien. Et ça l'a tellement fait kiffer qu'on a fait tout l'échange en italien. Et en fait, de quelqu'un comme moi qui n'avait jamais eu de diplôme en italien, mais juste l'envie d'apprendre de l'italien parce que ça me faisait kiffer, je me suis rendu compte que là, j'avais pas besoin de lui plaire. J'avais pas besoin de lui plaire. Je correspondais juste à, bah tiens, j'ai ça en moi. Donc si j'ai ça en moi, peut-être que je peux m'en servir dans ce sens-là. Et ça l'a fait kiffer parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni qui vient bosser à Limoges, bac plus 5, et qui parle italien? C'est qui lui? Bon, je le veux dans mon équipe. C'était pas The Voice à l'époque, mais presque. Et en gros, quand j'arrive dans cette équipe, on est 13 personnes, 13 collaborateurs pour gérer le monde entier de Legrand. Pour moi, c'était la World Company par excellence. Et tous les matins, je mettais mon costard cravate, j'étais pas de chez Pastèque, un super, qu'est-ce que tu veux, mais j'étais fier, parce que j'avais le sens de quelque chose. De mon point de vue. De mon point de vue. Je pensais avoir réussi quelque chose. Donc je suis resté en stage de fin d'études chez Legrand, vraiment bien. Et il s'est passé un autre truc auquel je ne m'attendais pas. À la fin de mon stage, on m'a proposé un CDD qui s'est arrêté très vite. On m'a pas prolongé en CDI. Quand tu es en stage de fin d'études, que tu viens dans cette World Company, que tu es 13 personnes, tu te dis, les mecs, ils construisent l'avenir avec moi. Et mais ça y est, je suis sûr, ça y est, je vais réaliser mon rêve, qui avait changé depuis. Je vais être DRH avant 30 ans. C'était mon rêve à l'époque. Je sais pas pourquoi être DRH avant 30 ans. Et bien pour la première fois de ma vie, janvier 2012, je suis au chômage. Pouh, jeune diplômé, bac plus 5, parlant 5 langues, et je suis au chômage. Ça fait mal. Parce qu'en fait, quand tu es au top niveau, t'es dans l'entreprise, t'as passé ton temps à faire du recrutement. Ah, regarde celui-là, regarde un peu ce qu'il a mis comme compétence. Et ben là, c'est toi qui es sur le marché, vas-y, débrouille-toi. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je ne m'étais pas préparé à être dans ce rapport à l'échec. Donc pour moi, j'ai vécu cet échec comme une injustice incroyable. À chaque fois que j'envoyais un CV, une lettre de motivation et que je recevais « Malgré la qualité de votre candidature, nous ne pouvons... malgré la couleur de votre peau... » Je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas recruté. Pour moi, c'était impensable. Je dis « Mais vous passez à côté d'un mec exceptionnel !» J'étais incapable de me remettre en question sur la qualité de mon CV, par exemple. Incapable de me poser la question « Regarde un peu ce que tu as mis dedans !» Regarde un peu peut-être le contexte du marché en 2012. On ne recrutait pas des profils internationaux en RH. On recrutait des gestionnaires de paye. On recrutait des juristes d'entreprise. Mais on recrutait très peu de profils RH internationaux comme moi. Très peu. Du coup, je suis resté dans cette année de galère à me dire, là c'est chaud. C'est tellement chaud que je me suis dit, si je m'en rajoutais encore une petite par-dessus le marché, le niveau de difficulté. C'est l'année où je rencontre celle qui aujourd'hui est devenue mon épouse. Et c'est l'année où, en tout cas, on s'est rencontrés l'année d'avant, et c'est l'année où je décide de me marier. Je te fais le topo, génial, t'es au chôme du, t'as pas un rond, t'as pas le droit au pôle emploi, je sais pas quoi, t'as droit à rien, mais tu vas te marier. Et ma femme, si on faisait un mariage à 130 personnes, oui, bien sûr, allez, faisons un mariage à 130 personnes. Et si on faisait un mariage dans un château, allez, faisons un mariage dans un château. C'est sûr. C'est vraiment l'année en fait où je me suis, je pense, rendu compte à quel point la barre peut-être était haute, mais à quel point, pour ma part, ça allait être difficile de vraiment tenir le wagon pour plaire à tout le monde. Bon, ma femme connaissait la situation, elle savait que c'était chaud, mais donc du coup, on a vraiment fait un super mariage. On a eu le château, on n'était pas 130, on était 220, bref, c'était super. Mais côté professionnel, ça suivait pas pareil. Côté professionnel, j'avais beau candidater, j'avais beau faire des déplacements dans des villes comme Clermont-Ferrand, en pleine neige, au mois de décembre, 19 cm de neige. Oui, monsieur Dugénier, on fait l'entretien à 10h. J'arrive à 11, tellement il y avait de neige. Je me suis dit, je vais me faire bouffer par des loups, c'est pas possible. Clermont-Ferrand, je vais me faire bouffer. Peut-être qu'il y a un ours qui va arriver à un moment donné, je sais pas, un grizzly. Et en fait, j'ai passé des entretiens où je pensais encore une fois m'être bien mis en avant, mais encore une fois, je n'avais que le mur du non. Et pour moi, quand j'étais recruteur, quand tu arrives au 3e, au 4e entretien, tu te dis, ça y est, je suis dans le top 3, je vais faire top 1, ça va être cool. Et non, c'est mort. Donc pendant un an, je me suis retrouvé à dire, j'ai la responsabilité du coup maintenant de me dire, ça y est mon grand, t'as voulu te marier, château, la vie, machin, ce que tu veux, maintenant faut que t'assumes.
Donc je me suis dit, je vais me rabattre, parce que dans ma tête à l'époque c'était se rabattre, c'est déjà vous dire à quel point ma perception du monde du travail était erronée. Je le dis aujourd'hui, je vous l'affirme. Je me suis dit, je vais trouver des jobs alimentaires, ce qui est une ignominie de penser, parce que on a des cultures comme la culture anglo-saxonne qui vous rappelleront toujours que le petit job, le job étudiant, au contraire, c'est un début dans la vie active et c'est un vrai avantage. Pour moi, c'était la loose. Parce que pour moi, vu que j'avais été au top des cadres de chez Legrand, être équipier polyvalent chez McDo, ça faisait pas rêver pour moi. Et j'ai été donc commercial porte-à-porte dans des sociétés qui faisaient de l'isolation fenêtre. Tu sais, les mecs qui t'appellent de chez SFR à qui tu raccroches au nez, ou les mecs qui t'appellent pour ton CPF en ce moment, c'est la mode, et à qui tu raccroches au nez aussi. Et ben moi, c'était dans la vraie vie avec bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, je viens pour vous vendre une isolation de fenêtre. Et donc elle te ferme la porte au nez. Ça a été une expérience très dure à vivre aussi pour moi, parce que on m'a dit très rapidement, mon grand, t'es pas fait pour le commerce et t'es pas fait pour la vente. Et combien de fois, peut-être certains d'entre vous ont entendu ou risquent d'entendre à un moment donné ce genre de discours, peut-être pas forcément pour la vente ou le commerce, mais pour certaines compétences sur lesquelles vous serez dans la vie active. Mon grand, ma grande, t'es pas fait pour ça. Combien de fois j'ai entendu cette phrase, t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour ça. Et quand cette phrase elle tourne dans ta tête pendant un an, dans ton année où tu es jeune marié, tu pars en vrille en fait. Et tu te dis, mais à quoi je sers, c'est vrai? Le fameux étudiant top que j'étais, en fait, il sert à quoi? Tout ce que j'ai fait en entreprise jusqu'à présent, ça sert à quoi? Je sais même pas vendre un contrat d'isolation toiture, enfin je sais plus ce que je vendais tellement c'était nul. Je sais même pas à quoi je sers. Je suis arrivé en 2012 avec le sentiment d'inutilité. Et quand tu touches l'inutilité, tu vois cette scène, tu vois l'étage du dessous, tu vois la cantine, le niveau où est ta cantine, tu vas creuser tellement profond que tu vas arriver au premier bled que j'ai vu quand je suis arrivé à Beauvais qui s'appelle les Marais. C'est pas sexy les marais. T'es dans les marais là. T'es dans les marais. Et quand on te dit vraiment t'es pas fait pour ça, combien de fois on m'a dit t'es pas fait pour ça? Ça m'a fait mal. Parce que c'était perso. Tu peux ne pas être bon peut-être dans un secteur d'activité, ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle, dans le monde du sport, un contre-match. Une contre-perf. Ça arrive. Mais de là à dire que tu n'es vraiment pas fait dans toute ton ADN pour ça, c'est dur à recevoir. Et pareil, j'étais dans l'injustice. Et pareil, j'étais pas... Jusqu'à temps que, en fait, dans tout ça, il y avait les repas encore avec mes potes de pastèque qui revenaient de temps en temps à la maison, avec mes parents, et c'était la honte pour moi, parce qu'à chaque fois, je voyais dans le regard de mes proches de la gêne. Tu sais, la gêne... Alors, ton fils, comment il va? Ah écoute, le mien, super, hein. Il a fini son doctorat, machin, et tout ça. Et le tien, alors le mien, il vient de reprendre l'entreprise familiale, tiens, là. Et quand on arrive à moi, et alors, ton mari? Écoute, la santé, ça va. Ça va, hein. Franchement, bismillah, c'est vraiment, tout pareil, tout bien, tout est nickel, tout bien. Le niveau du boulot, non, on parle pas boulot, parce que j'en avais pas. Donc, en 2013, j'ai dû me dire, pour la première fois de ma vie, j'aurais pu le faire avant, c'est te dire que je suis loin à la détente quand même, j'ai commencé à me dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre domaine d'activité où je pourrais peut-être trouver mon compte? Je fais le point sur ma vie, j'ai voulu faire de l'associatif parce que je voulais me tourner vers les autres, j'ai voulu faire de ressources humaines parce que je voulais me tourner vers les autres. Quel autre secteur d'activité j'ai pas encore fait où je pourrais me tourner vers les autres? Et un jour on m'a dit, ce serait peut-être bien que tu te tournes dans l'éducation. 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 Ça a sonné aussi what the bref que quand on m'a proposé les ressources humaines. Et donc il y a un poste en fait sur lequel j'ai candidaté en 2013, c'était CPE. Le vent que ça a mis. J'ai voulu une fois dans ma vie en fait me dire tiens c'est vrai que m'occuper d'un projet, participer à un projet éducatif, être vers les élèves, être vers en fait la transmission aussi de tous ces profils en fait que j'avais vus à d'autres moments de ma vie, ça pourrait être sympa, ça pourrait avoir du sens. Donc pour la première fois de ma vie, je suis entré dans une institution merveilleuse qu'on appelle l'IUFM, remplacée par l'ESP aujourd'hui, et où j'ai donc préparé ce qu'on appelle le concours CPE. Et pour faire le concours CPE, on te conseille généralement à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, il faudrait bien que tu sois AED. Parce que quand tu es AED, tu es au contact des élèves, des réalités du monde du CPE, puisque tu travailles aussi avec le CPE, donc ça pourrait être bien que tu sois AED.
AED, assistant, éducation... Donc je suis AED dans un collège. J'arrive dans un collège. Et là, je prends ma plus belle leçon. Je crois que j'ai pas fait d'école de commerce dans ma vie, mais j'ai pris les plus belles leçons de management, d'économie de marché, quand j'étais au collège en tant que AED. Parce que ça m'a cassé tous mes a priori ou tous mes préjugés. J'étais pas dans un job de lose. Le pire, c'est que j'aimais ce que je faisais. Et là, j'étais déjà en décalage. Je voulais plus plaire pour réussir. Puisque j'étais bien là où j'étais. Je m'occupais des gamins avec lesquels... Alors, c'est vrai que j'étais dans un environnement qu'on appelle le REP, en fait c'est l'ancienne ZEP, je crois, c'est comme ça. Donc j'avais des gamins qui étaient en fait les gamins où on disait « Ah mais tu vas voir, de toute façon, un tel, je vais te dire, quand tu vois les parents, je peux te dire que le gamin, ça suit. Hein. » Ben, je vais bien. Bah, je vais voir, hein, surtout je vais voir. J'ai vécu des films intégrales de mes passages en tant qu'AED. Je me rappelle encore une fois de cet élève qui arrive à la vie scolaire et qui me dit « Oula, ce courant de la mec, je la défonce. » Qu'est-ce qui se passe encore, Dylan? Je t'assure sur le courant de la mec, je la défonce. Tu te calmes, et tu m'expliques. Cours de communication. Communication, médiation. Aucune école de management peut t'apprendre à gérer un Dylan. Aucune. Tu veux apprendre la communication, la médiation, viens faire un boulot d'éducateur dans le monde de l'éducation et de la pédagogie. Viens dans l'éducation nationale, tu vas voir ce que c'est. Tu veux gérer un conflit super difficile dans une situation de crise, viens, sois prof. Sois AED. Et tu vas voir ce que c'est que de te confronter à un Dylan. Aucun prof à la Monsieur Grimat t'apprendra à gérer un Dylan. Et donc Dylan, mais sur le courant de la mec, je t'assure, en fait, elle m'a... l'autre, la vérité, elle me dit, en plus, il faut que tu corriges en vert. C'est quoi le problème, Dylan, en fait? Sur le courant de la mec, moi, en fait, je voulais juste corriger en rouge. Communication, médiation sociale, reformulation, feedback. Tu es en train juste de m'expliquer que ce qui t'a posé problème, c'est que toi, tu voulais juste te corriger avec une autre couleur. Bien sûr, évidemment, mais c'est elle qui a rien compris. D'accord, c'est elle qui a rien compris, et ben tu vas aller te poser en études et on fera le point après. Et j'ai été confronté à cette autre forme de communication, management, marketing, management interculturel, gérer les différences, quand j'ai vu la prof arriver. Je vivais des films dans ma vie. Le genre de prof, quand tu vas en salle des profs, t'as toujours un gars comme ça. Peut-être il y a des profs dans votre milieu, c'est comme ça, ou peut-être il y a des potes dans votre milieu, c'est comme ça. Quand t'arrives à la vie scolaire, tu dis « Salut Joël, ça va ?»« Oh, tu sais, c'est qu'une journée comme une autre. » Donc cette prof arrive dans la salle des profs, elle dit « Oh non mais je t'assure, je l'ai exclu, je ne pouvais pas faire autrement !» Qu'est-ce qui s'est passé, Joël? Parce que j'avais toute la version de Dylan déjà. Donc c'était commissaire de police en fait, tu prends ta déposition, vas-y. Asseyez-vous, madame, calmez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'assure, mais intenable. Et en plus, moi qui suis prof de lettres modernes et de lettres anciennes, il m'a insulté en musulman. En arabe, Joël. En arabe, Joël. Oui, oh, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Aucune école de management ne peut te permettre de gérer une Joël. Aucune. Tu veux être en première ligne et apprendre des compétences, viens, mets-toi dans la vraie vie. Mets-toi prof. Et donc j'ai appris pas mal de choses, avec beaucoup plus d'énergie chez les élèves, qui m'ont permis de voir que on les a catégorisés pour certains dans la case du cancre, dans la case du pitre, dans la case du... Oh, tu vas voir, celui-là, alors là, à tous les coups, au bout du troisième, de toute façon, au bout du fin de premier trimestre, on le voit plus. Tu peux être sûr, on le voit plus. Moi, je me suis plus rendu compte qu'en fait, j'avais, en tant que AED, plus d'appétence, plus de compétences pour être le grand frère que le CPE. Ça, je commençais à le percevoir un peu. Mais je me suis accroché à ce concours pendant 3 ans. Et à ma 2e année, super nouvelle qui met pas du tout la pression, tu vas être papa! Avec un salaire d'AED. Super! On n'a pas fini de rembourser le château. Alors, c'est une super nouvelle!
J'étais super content d'être papa. Franchement, j'étais super content d'être papa. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était la deuxième fois que je passais le concours CPE. Et il fallait avoir à l'époque 138 points critères notation éducation nationale. Et qu'en fait, j'ai eu 132 points. Et quand après la deuxième année, en fait, t'as bossé comme un taré pour avoir ce fameux Graal, ce fameux sésame. Je voulais plus être DRH avant 30 ans. Je voulais être CPE. Mon mindset, c'était CPE. Mon afro-trap à moi, c'était CPE. Et quand tu passes à côté du concours à 6 points près, c'est une énorme claque. Parce qu'on ne vient pas te dire tu n'es pas compétent, tu n'es pas fait pour ça. On vient juste te dire t'as pas réussi. Mais presque, en fait, j'aurais préféré avoir 0 que de passer aussi près, en fait, de ce résultat-là. Parce que dans ma tête, il fallait du coup que je me replonge dans ça y est, c'est encore une fois un échec, ça y est, j'ai toujours pas de poste, ça y est, j'ai toujours pas de carrière, ça y est, tous mes potes de chez Pastèque, eux, ils sont déjà responsables d'équipe, ça y est, c'est dur à vivre. C'est dur à vivre. Et là, je me suis dit, c'est pas une injustice. Ça a été très dur à recevoir, mais c'était pas vécu comme une injustice. J'avais passé, je pense, le stade de l'injustice. Parce que j'avais tous les élèves, en fait, autour de moi qui m'ont dit « Mais t'inquiète pas, tu vas déglinguer, on sait pas où, mais on croit en toi. » C'est ouf, en fait, que ce soit les élèves qui soient venus me le dire. Tellement ouf, en fait, que ce qui m'a achevé définitivement, c'est que j'étais justement en train de gérer une petite baston de rien du tout dans la cour, et que le principal du bahut est arrivé. Je venais à quelques semaines près, je venais de passer le concours que je venais pas d'avoir, à 6 points près. Et le principal devait être énervé. Ça t'arrive d'avoir un proviseur, un principal énervé. On a tous connu ça une fois dans notre vie. Le problème, c'est que c'était pour moi le mauvais endroit au mauvais moment. Et pour la première fois, en fait, ce principal vient me voir et il me prend, mais même pas à part, c'est devant tous les élèves qui me met à l'amende et il me dit « De toute façon, tu ne seras jamais un bon CPE. » Et ça, encore aujourd'hui, ça fait mal. Encore aujourd'hui, ça fait mal. Parce que je peux avoir foiré un concours. Je peux avoir été plus proche à un moment donné dans mon approche des élèves, celui du grand frère que du CPE, je peux entendre. Je peux entendre tout ça. Mais j'ai du mal à comprendre quel était l'intérêt d'une attaque personnelle devant des élèves. Puisqu'on nous parle de bienveillance. On nous parle de bientraitance, d'écoute. Vous savez, la santé, la sécurité des élèves, tout ça. Moi, je me suis pris ce scud en pleine tronche ce jour-là et ça m'a fait très mal. Donc c'est, je pense, le jour où je me suis dit, et effectivement, je vais peut-être arrêter de faire ça. Et c'est le jour où, en fait, dans cette période un peu compliquée où j'étais en train vraiment de retomber au plus mal, il fallait que je prenne du recul et en fait, je dois dire quand même, il faut que je vous fasse un aveu aujourd'hui, que c'est ma femme qui m'a sauvé sur ce coup-là. Elle m'a dit pose-toi. Comme ma femme me dit viens ici. Faut que je vienne. Assieds-toi. Faut que je m'asseye. Je m'assois. Et elle me dit écoute, tu es resté à Limoges parce que moi je devais finir mes études de médecine. Tu as toujours cherché à te réadapter pour me donner une possibilité de moi de réussir en médecine, c'est ce qu'elle m'avait dit. Je trouve que tu gâches ton talent. T'es pas fait pour faire, alors dans la perception de ma femme, pour faire ça, surveillant, machin. Tu peux aller te challenger pour faire mieux. Tu seras pas un bon CPE, au contraire. Je pense que tu peux faire encore mieux. Donc ce qu'on va faire, le deal il est simple. Tu fais ce que tu veux et je te suivrai. Et avec Éléonore, notre fille, on te suivra. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, bouge-toi. Bouge-toi. Alors je me suis dit, dans cette vieille pensée que j'avais, je referais peut-être bien un peu de ressources humaines. Pourquoi pas tenter les ressources humaines à nouveau? Donc je suis remonté à Paris, mais en mode reboosté, parce que j'avais toute la MIF derrière moi. Maintenant, il faut que je leur montre que je suis au niveau. Donc j'ai refait mon CV, j'ai vraiment pris le temps de faire mon travail d'introspection, comme je l'ai dit il y a 3 ans ici. Faire un CV, c'est pas quelque chose d'habituel. C'est un travail qu'on doit prendre chacun de son côté, se regarder devant la glace, se dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Parce qu'encore une fois, on ne joue pas
3 heures sur Fortnite et on ne fait pas 3 heures de CV derrière. C'est ce que j'avais dit il y a 3 ans. Je dis donc aujourd'hui, faire un CV, c'est un travail qui est complexe. Un travail qui est complexe, mais qu'on ne nous a pas forcément toujours appris avec autant de temps qu'on devrait y consacrer. Donc je reviens à Paris avec un CV bien refait, dont j'étais assez fier, et je me suis dit, plutôt que d'envoyer des mails et de me plaindre en permanence que les mails reviennent en négatif, je vais peut-être me bouger un peu pour changer la donne. Et là, j'ai choisi d'arrêter de m'adapter. Je dis, maintenant, c'est moi qui gère le game. Donc je me suis dit, je me prends une semaine, je vais chez mes potes de pastèque, je reste une semaine chez eux, et pendant toute une semaine, je vais avec 40 CV, 40 lettres de motivation. C'est moi qui vais aller voir les entreprises. C'est moi qui vais leur donner mon CV et ma lettre de motivation. Je suis allé à la Défense, et en allant à la Défense, j'ai fait toutes les tours. Non, pas toutes, mais beaucoup de tours. Beaucoup de tours. Alors dans certaines tours, bonjour, est-ce que je pourrais déposer mon CV, ma candidature ? Ah non, monsieur, il faut candidater par internet, vous envoyez un mail. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, je suis là, donc à la limite, si vous pourriez... Non, monsieur, il faut candidater. Je me suis pris une caisse, mais c'était pas grave. Parce que dans ma tête, j'étais déjà en train de me dire, tu veux revenir faire des permanences avec les élèves de 3e ? Non, c'est bon, je vais déposer mes CV. C'est bon, je vais déposer mes CV. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup d'endroits. Il y a des portes qu'on m'a fermées. Ce qui explique que je ne travaille pas chez Total, chez qui j'avais déposé mon CV. Il y a des portes qu'on m'a ouvertes, en me disant, bah écoutez, on peut transmettre votre candidature et n'hésitez pas à laisser votre CV. Et à un moment donné, je me suis rappelé d'un truc. Il y a un truc qui m'a toujours plu, c'est la pop culture. La culture populaire, les arts du cinéma, la musique, etc. Et il y a un film qui m'avait toujours plu, c'était Arrête-moi si tu peux. Quelqu'un a vu ce film ? Arrête-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks ? Le mec Frank William Abagnale qui en fait a grillé tout le marché en fait en se faisant passer pour un aviateur, pour un médecin, pour un machin. Je dis en fait, il y a un truc que je repère dans son truc, c'est pas d'arnaquer le système, attention, non, calmez-vous. Mais il y a un truc qui m'avait retenu mon attention, c'était l'audace en fait de ce garçon, qui avait compris qu'en fait le système fonctionnait de telle manière conventionnelle, etc. et qui s'est dit, je vais peut-être chercher à faire différemment pour faire bouger les cases. Il y avait une seule tour que j'avais pas faite, c'était celle où il y avait mon ancienne boîte dans laquelle j'avais bossé en recrutement. Et vu qu'en fait c'est un petit milieu, les ressources humaines, je me suis dit je vais y aller en mode Frank William Abagnale. Je regarde LinkedIn vite fait, je regarde qu'un ancien pote à moi qui était... Enfin, même pas pote en fait, c'était un responsable avec qui je m'entendais bien, mais c'était pas mon pote. Il était responsable formation et était passé des RH. Ça c'est intéressant. J'arrive à l'accueil, en mode cours de théâtre. Je me suis dit, j'ai pas de diplôme en théâtre, mais je vais peut-être me servir du théâtre. J'arrive à l'accueil. Bonjour monsieur, c'est pourquoi ? Bonjour madame, monsieur Dugénie, j'avais rendez-vous avec monsieur Blanchet-Mathieu. Ne quittez pas, je l'appelle. Mais je vais pas quitter, je suis pas au téléphone, je suis en bas. Oui, monsieur Blanchet, monsieur Nicolas Dugénie, votre rendez-vous est arrivé. D'accord, très bien. Vous pouvez monter. Oh là, ça marche. La porte s'ouvre. Pour la première fois de ma vie, la porte s'ouvre.